Dans les ruelles poussiéreuses d'Antioquia, au cœur de la Colombie des années 50, un enfant observe le monde avec des yeux trop curieux pour son âge. Son nom, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Personne ne le sait encore, mais ce gamin, fils d'un paysan et d'une institutrice, va bientôt redéfinir le mot pouvoir. Le petit Pablo grandit entouré de pauvreté et d'injustice. Les riches vivent derrière des murs de béton, les pauvres se battent pour survivre. Et très tôt, il comprend une chose simple, brutale. Dans ce pays, la loi n'a pas de valeur, le pouvoir, oui. Adolescent, il commence à revendre de vieux pneus, puis des cigarettes de contrebande. Il apprend à négocier, à mentir, à disparaître. Chaque peso qu'il gagne devient un symbole de revanche contre le monde qu'il a ignoré. Mais un jour, tout change. Dans les années 70, un produit traverse la frontière, la cocaïne. Aux États-Unis, c'est la nouvelle obsession. En Colombie, c'est la promesse d'une fortune sans limite. Et Pablo, avec son instinct d'animal affamé, comprend immédiatement le potentiel. Il s'associe à de petits trafiquants, crée ses propres routes, corrompt les premiers policiers. Au début, c'est artisanal. Mais très vite, l'organisation prend forme. Des laboratoires clandestins dans la jungle, des avions chargés de poudre blanche, des millions de dollars qui circulent sans contrôle. Chaque nuit, les cargaisons s'envolent vers Miami, New York, Los Angeles. Chaque matin, Escobar se réveille un peu plus riche. Et dans son regard, on lit déjà l'ambition d'un empire. Pour les uns, il devient un héros. Pour les autres, un démon. Mais pour lui, il n'est qu'un homme en mission, conquérir le monde à sa manière. La fortune arrive si vite qu'elle semble irréelle. Des valises de billets, des montagnes de cash impossibles à compter. Les banques refusent ses dépôts. Alors il enterre l'argent, le cache dans des champs, des murs, des rivières. Certains disent Gamette qu'il perdait chaque année des millions rongés par les rats. Mais pour Escobar, ce n'est rien. Ce qu'il cherche, ce n'est pas seulement la richesse, c'est la reconnaissance. Le pouvoir, l'immortalité. Dans les quartiers pauvres de Medellín, il construit des maisons, finance des terrains de football, offre des cadeaux aux familles. Et soudain, les gens commencent à l'appeler El Patron, un Robin des Bois moderne qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Mais derrière le sourire, il y a une stratégie froide, acheter le cœur du peuple pour mieux régner. Les journalistes commencent à parler de lui, les politiciens à le craindre et les États-Unis à s'inquiéter. Pablo Escobar n'est plus un simple trafiquant. Il est en train de devenir une légende, un nom murmuré dans les rues, gravé sur les murs, répété dans les chansons. Et dans les montagnes de la Colombie, au son des hélicoptères et des billets froissés, un empire vient de naître, le cartel de Medellín. Le plus puissant réseau de trafic de drogue de l'histoire moderne. Mais Pablo ne se contente pas de diriger. Il veut tout. Le respect, la peur et même le pouvoir politique. Il se présente aux élections locales. Sourire impeccable, costume blanc, discours de paix et d'espoir. Et les gens y croient. Ils votent pour lui. Ils acclament celui qui leur a donné un toit, un rêve, une promesse. Pour la première fois, un narco entre dans la politique, et pour un instant, il semble invincible. Mais dans l'ombre, ses ennemis grandissent. Les autres cartels veulent leur part. Les autorités américaines commencent à le traquer. Et la guerre silencieuse du narcotrafic s'apprête à déchirer un pays entier. Ce n'est plus l'histoire d'un homme, c'est celle d'un empire prêt à défier le monde. Au début des années 1980, Medellín n'est plus une simple ville colombienne. C'est le centre d'un empire invisible, un royaume bâti sur la poudre blanche et la peur, et à sa tête, un seul homme, Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Chaque avion qui quitte la jungle transporte plus que de la drogue. Il transporte des rêves, des illusions et des milliards de dollars. On dit que chaque jour, Escobar gagne plus de 15 millions. 15 millions par jour. Une fortune si immense que même l'imagination peine à la concevoir. Les États-Unis sont inondés de cocaïne. Les rues de Miami deviennent le théâtre d'une nouvelle guerre. Et derrière chaque gramme, chaque transaction, se cache la main du patron. Mais Escobar n'est pas seulement un trafiquant, il est un stratège, un bâtisseur. Il crée des réseaux de transport, des alliances, une armée privée prête à mourir pour lui. Ses hommes le vénèrent, ses ennemis le redoutent. Et lui, au centre de tout, joue avec la mort comme d'autres jouent aux cartes. Il achète des politiciens, des juges, des policiers. Son argent coule partout, comme un fleuve d'or. Et dans un pays où tout est à vendre, Escobar devient intouchable. À cette époque, il vit dans un univers parallèle. Des haciendas somptueuses, des voitures de luxe, des fêtes interminables. À Hacienda Nápoles, son domaine gigantesque, il construit un zoo privé, importe des girafes, des éléphants, des hippopotames. Il marche parmi eux comme un roi au milieu de ses trophées. Mais au fond de lui, Escobar veut plus. Il veut être aimé, reconnu, respecté. Il veut entrer dans l'histoire non pas comme un criminel, mais comme un bienfaiteur, un visionnaire. C'est pour cela qu'il continue à offrir des maisons, à financer des écoles, à parler de justice sociale. Pour les pauvres, il est un sauveur. Pour les riches, une menace. Pour le gouvernement, un cauchemar. Quand il entre au Congrès colombien, en costume blanc et sourire tranquille, il croit que la légitimité est enfin à portée de main. Mais son rêve politique se brise en un instant. Un journaliste courageux, Rodrigo Larabonilla, révèle publiquement son passé criminel. Escobar est humilié, exposé, rejeté. Et cette humiliation, il ne la pardonnera jamais. Le 30 avril 1984, Larabonilla est assassiné. Un signal brutal, un message pour tous ceux qui osent s'opposer à lui. La guerre vient de commencer. Dès lors, Escobar devient l'homme le plus recherché du pays. Les États-Unis exigent son extradition. Le gouvernement colombien, divisé, vacille entre peur et corruption. Et Escobar répond avec la seule arme qu'il connaît, la terreur. Des bombes explosent à Bogota, Medellín, Cali. Des juges, des politiciens, des policiers sont abattus dans la rue. La violence devient un langage quotidien. Escobar impose sa loi. Plata o plomo. De l'argent ou du plomb. Le peuple, autrefois admiratif, commence à douter. Mais il est trop tard, le monstre est devenu plus grand que le pays lui-même. Pendant ce temps, la fortune d'Escobar atteint des sommets. Forbes le classe parmi les hommes les plus riches du monde. Il possède des flottes d'avions, des sous-marins, des réseaux de communication plus puissants que ceux de l'armée. Dans la jungle, il construit des palais, des bunkers, des pistes d'atterrissage secrètes. Chaque nuit, il dort entouré de gardes armés, des chiens de combat, des piles de billets. Mais il dort peu, car il sait que la chute, un jour, viendra. Pourtant, dans son regard, on ne lit aucune peur. Seulement la conviction d'être invincible. Et plus le monde s'acharne contre lui, plus il devient dangereux. Les États-Unis intensifient la traque. La DEA, la CIA et les forces colombiennes unissent leurs efforts. Mais Escobar les devance toujours. Changeant de cachette, de visage, de plan. Chaque fois qu'il croit que le coincé, il s'évapore. Comme une ombre insaisissable, il disparaît dans les montagnes, réapparaît dans les rues de Medellín. Pour ses ennemis, il est un fantôme. Pour ses partisans, un dieu. Et pour lui-même, un homme qui a conquis la mort.
l'empire du cartel de Medellín s'effondre lentement. Pas d'un coup, mais comme un colosse frappé de l'intérieur. Les trahisons se multiplient, les alliances se brisent, la peur change de camp. Pablo Escobar, autrefois maître du monde, vit désormais comme un fugitif. Ses millions ne suffisent plus à acheter la loyauté. Ses anciens amis deviennent des informateurs. Et le gouvernement, soutenu par les États-Unis, lance une traque sans merci. Les hélicoptères d'eau tournent au-dessus de Medellín. Les soldats fouillent chaque maison, chaque montagne. La Search Block, une unité spéciale, a une seule mission, trouver El Patron. Pendant des mois, la Colombie vit au rythme de la chasse. Chaque explosion, chaque fusillade fait trembler la population. Personne ne sait où il est, mais tout le monde sent sa présence. Comme une ombre pesante sur le pays, Escobar change constamment de cachette, des appartements secrets, des tunnels, des fermes isolées. Il ne reste jamais plus de 2 jours au même endroit. Mais peu à peu, le cercle se referme. Ses communications sont interceptées. Ses hommes tombent un à un. Le cartel de Cali, son rival de toujours, collabore avec les autorités. Et la légende d'invincibilité d'Escobar s'effrite. La peur se transforme en panique. Son entourage se réduit, sa famille vit cachée, menacée, surveillée. Et pour la première fois, Pablo Escobar découvre la solitude. Mais même acculé, il refuse de se rendre. Il préfère mourir debout que vivre enfermé. Il répète souvent « Je ne me laisserai jamais capturer vivant ». Le gouvernement tente une dernière carte, un accord. En 1981, Escobar accepte de se livrer, mais à ses propres conditions. Il construira lui-même sa prison, la cathédrale. Un bâtiment luxueux, perché sur une colline, avec vue sur Medellín. À l'intérieur, des suites, une salle de billard, une cuisine équipée, un bar. Ce n'est pas une prison, c'est un royaume miniature. Et pour un temps, il reprend le contrôle. Il reçoit, négocie, ordonne des exécutions depuis derrière ses murs. Mais l'illusion ne dure pas. Les États-Unis exigent son extradition. Le gouvernement colombien ne peut plus fermer les yeux. Alors, en 1992, les autorités décident aussi de le transférer dans une vraie prison. Quand Escobar apprend la nouvelle, il comprend que c'est la fin de sa liberté. Il s'évade avant même que l'armée n'arrive. Une fois encore, il disparaît. Commence alors la dernière chasse. Une traque implacable, orchestrée par la Search Block, la DEA, et un groupe secret, Los Pepes. Des anciens ennemis, d'anciens alliés, unis par une seule obsession, éliminer Escobar. Chaque jour, un nouveau corps. Chaque nuit, une nouvelle embuscade. Les journaux titrent sur les morts, les rumeurs, les promesses de capture. Mais Escobar résiste, jusqu'au bout. Il vit désormais reclus, avec seulement 1 ou 2 fidèles. Il téléphone à sa famille en secret, change souvent de planque. Mais chaque appel, chaque mot, rapproche les forces de l'ordre. Et puis, arrive le 2 décembre 1993. Medellín s'éveille sous un ciel gris. Les radios annoncent une opération en cours dans le quartier de Los Olivos. Les militaires encerclent une maison modeste, à l'intérieur. Pablo Escobar, sa dernière cachette, il tente de fuir par les toits. Les balles sifflent. Il riposte, court, trébuche. Un instant suspendu entre la gloire et l'oubli. Puis un tir. Un seul. Et tout s'arrête. Le corps du plus grand narcotrafiquant du monde gît sur les tuiles, un revolver à la main. Autour de lui, les soldats exultent, les journalistes accourent, les caméras immortalisent la scène. L'homme que des milliers craignaient est enfin mort. Certains disent qu'il a été abattu. D'autres jurent qu'il s'est tiré lui-même une balle, fidèle à sa promesse. Mais au fond, cela n'a plus d'importance.
Ce jour-là, le mythe s'éteint. La Colombie respire, épuisée. Les uns pleurent le Robin des Bois disparu. Les autres se réjouissent de la fin d'un tyran. Mais tous savent qu'aucun pays ne sort indemne d'une telle histoire. Le 2 décembre 1993 marque la fin d'une ère. Mais la mort de Pablo Escobar n'efface pas son empreinte. Au contraire, elle la grave à jamais dans la mémoire collective. Dans les jours qui suivent, des milliers de personnes assistent à ses funérailles. Femmes, enfants, vieillards, beaucoup pleurent sincèrement celui qu'ils considéraient comme un bienfaiteur. Certains crient son nom, d'autres déposent des fleurs sur sa tombe. Et le monde entier regarde, stupéfait, ce mélange de douleur, de loyauté et de peur. Car Escobar n'était pas seulement un criminel, il était un paradoxe. Un homme capable de détruire et de construire, d'aimer et de tuer. De parler de justice tout en semant la mort. Les années passent, mais son nom continue de hanter la Colombie. Les enfants de Medellín grandissent en entendant des histoires sur El Patron. Des histoires de pouvoir, de violence, mais aussi de rêve. Parce qu'au fond, Escobar représente une obsession humaine. Celle de tout vouloir, de tout contrôler, de ne jamais se contenter. Dans les années qui suivent sa mort, le trafic ne s'arrête pas. Le cartel de Cali prend le relais, d'autres empires naissent. Mais aucun ne porte le même charisme, la même aura. Le visage d'Escobar devient une icône, un symbole de la démesure. Hollywood s'en empare. Les séries, les films, les chansons reconstruisent son image. Parfois monstre, parfois héros, toujours fascinant. Et lentement, la frontière entre réalité et légende se brouille. Mais derrière le mythe, il reste une vérité douloureuse. La Colombie a payé le prix fort. Des milliers de morts, des familles brisées, un pays meurtri. Pendant des années, la peur a dicté la vie de tout un peuple, et tout cela pour le rêve d'un seul homme. Pourtant, malgré les cicatrices, Medellín renaît. Les ruelles où régnait la violence sont aujourd'hui couvertes de couleurs, de musique, de vie. Les jeunes parlent d'avenir, pas de guerre. Et même si l'ombre d'Escobar plane encore, c'est une autre Colombie qui se construit. Certains de ses anciens complices vivent aujourd'hui dans l'anonymat. Sa famille, dispersée, tente d'échapper à son héritage. Son fils, devenu écrivain, prône la paix et le pardon. Comme s'il voulait effacer, mot après mot, le poids du nom qu'il porte. Mais peut-on vraiment effacer Pablo Escobar ? Peut-on effacer celui qui a défié un pays entier, une superpuissance, et la mort elle-même? Peut-être pas. Parce qu'au-delà des crimes et du chaos, son histoire parle de nous, de nos ambitions, de nos limites, de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour le pouvoir. Escobar a voulu être immortel. Et d'une certaine manière, il l'est devenu. Chaque fois qu'on prononce son nom, chaque fois qu'une série, un livre ou un film raconte son destin, son fantôme renaît. Mais son immortalité n'est pas une gloire. C'est un avertissement, un rappel que la richesse sans conscience, le pouvoir sans limite, finissent toujours par se retourner contre celui qui les détient. Alors, si son histoire fascine encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous montre la face la plus extrême du rêve humain. Celle où la réussite devient folie, où l'ambition devient prison, et où le pouvoir détruit tout, même celui qui le possède. Dans le silence qui suit sa mort, la Colombie apprend à respirer à nouveau. Et parmi les montagnes d'Antioquia, là où tout a commencé, un vent doux traverse les collines. Peut-être qu'il murmure encore le nom d'un enfant qui rêvait de grandeur, et qui, en la cherchant, a fini par se perdre. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi pour découvrir d'autres destins hors du commun. Des vies où le pouvoir, la gloire et la chute se croisent, où chaque décision change le cours de l'histoire. Parce que derrière chaque légende, il y a toujours une vérité qu'on n'a pas encore entendue.